Donc Laurent Guyon, ma particularité, c'est que je suis à la fois cadre en collectivité dans une grande communauté urbaine du sud-ouest de la France, et puis j'interviens souvent en formation, et puis je suis chargé de cours à l'université et de Toulouse et de Pau, et un petit peu d'Albi également. Et donc l'idée, c'est qu'on puisse vraiment échanger et essayer de mettre le doigt sur les enjeux principaux. Très bien. Hugues Viennet, moi je suis consultant en finances locales depuis, j'ose pas dire, un nombre d'années. Je fais à la fois du consulting et de la formation, en ce moment plus d'accompagnement et de conseil que de formation, et notamment auprès des élus, dans le cadre de l'élaboration de stratégies financières ou dans le cadre de pactes de mutualisation. En ce moment, on est sur le terrain pour tout ce genre de choses, après un passage à la Caisse des dépôts. Et l'objectif ce matin, c'est d'examiner éventuellement avec vous les 2-3 points concernant les outils absolument nécessaires et qui pour l'instant n'existent que peu dans les collectivités locales de manière très inégale. Ce sont les outils de contrôle de gestion et d'analyse par activité. Quand on parle de mutualisation, si on ne sait pas où on dépense, eh bien, effectivement, il va manquer quelque chose. Ces logiques n'étant pas réglementaires, n'étant pas vraiment installées dans le cursus traditionnel des salariés des collectivités, on a souvent des problèmes en termes de vision sur le terrain de la réalité de la dépense. Donc ce qu'on va voir au fil de cette petite heure et demie qu'on va passer ensemble, mais encore une fois, ce qui va être intéressant, c'est que vous puissiez nous interpeller et nous poser des questions, et puis qu'on puisse mettre en éclairage vos enjeux, qui sont souvent les mêmes, mais chacun va avoir des enjeux qui sont spécifiques. Donc on va avoir quatre points principaux, hein, et vous aurez un document qui permettra de récapituler un peu tout ce qu'on va dire. Le premier point, c'est la loi de finances, elle est en cours d'élaboration, et on sent bien qu'il va y avoir une grosse tension sur nos recettes. Et donc, comment on réagit autour de cette question-là? Et comment on réagit autour de cette tension sur les recettes? Inévitablement, on va réagir en essayant de maîtriser nos dépenses, et en particulier nos dépenses de fonctionnement. Ça, c'est le deuxième thème. Et puis, si on veut continuer et sanctuariser un certain niveau d'investissement, parce que je pense que c'est ce qu'attend de nous la population et les élus, il va falloir aussi qu'on s'intéresse à comment on travaille avec les banques et comment on optimise les relations. Et ça, c'est Hugues qui traitera cette question-là. Et derrière tout ça, la question, c'est de dire, aujourd'hui, on est parti pour plusieurs années, peut-être, sans doute, de vaches maigres. Et donc, le dernier point de la question, c'est comment on se prépare à affronter ces difficultés sur le moyen terme. Quels outils de prospective financière et quelles stratégies financières on aide les élus à élaborer pour faire face à ces années de vaches maigres. Donc voilà globalement nous ce qu'on avait prévu d'évoquer. Est-ce que vous avez d'autres points sur lesquels vous voudriez qu'on réagisse? Dans les liaisons avec les banques, peut-être évoquer l'agence France locale. Autre point de particularité, de questionnement qui est aujourd'hui d'actualité dans vos collectivités et auquel on pourrait répondre. Peut-être au fil de la discussion, oui, c'est l'objectif. Peut-être que vous évoquiez, peut-être avec les lois sur la métropole, enfin tous les cas sur la région. Alors c'est peut-être très spécifique à la région de France, mais enfin il n'y a pas qu'une métropole en France, donc ça peut être intéressant pour vous de mettre en perspective. Effectivement, on va évoquer les enjeux de la mutualisation, parce que qui dit de fonctionnement, c'est comment on s'organise, nous les communes, avec les structures intercommunales, pour essayer de faire en sorte de mettre en commun un certain nombre de services, un certain nombre de moyens, de façon à faire en sorte de maintenir le niveau de service public offert aux usagers, et puis qui sont aussi nos contribuables, citoyens, en générant des économies de fonctionnement. Donc la loi de finances, elle est aujourd'hui en cours de discussion, donc on n'a pas encore les choses définitives qui vont être complètement adoptées à la fin du mois de décembre. En tout état de cause, ce qu'on peut voir, c'est trois choses qui vont sans doute arriver dans cette loi de finances. Donc première chose qui va arriver dans cette loi de finances, vous l'avez vu, hein, c'est la baisse forte des dotations qui sont prévues sur les trois prochaines années. Cette année 2014, là, on a eu
le début de la baisse des dotations, mais c'est rien par rapport à ce qu'on va avoir sur les 3 prochaines années, avec la diminution de 11 milliards d'euros. Donc ça, c'est quasiment une certitude. Et la question qui va se poser, c'est comment, en stratégie et au quotidien, on s'organise pour faire en sorte qu'on fasse des économies à due concurrence si on veut maintenir l'investissement. La deuxième chose qui sera sans doute intégrée dans la loi de finances, je ne sais pas si vous avez vu les débats actuels, chaque année il y a un petit coefficient de revalorisation des bases fiscales. Et ce coefficient de revalorisation des bases fiscales, ben, il nous donne à nous, communes, une petite marge de manœuvre parce que c'est autant de croissance du produit fiscal qu'on obtient sans avoir à augmenter les taux de fiscalité. Chaque année, on a une croissance, alors ça dépend des années, hein, les bonnes années 1,5, 0,8, ça dépend, 0,9. Et cette année, comme il n'y a pas d'inflation, ben, la revalorisation, elle risque de ne pas être grand-chose. Et donc, ce facteur de souplesse qu'on avait les années passées, ben, cette année, on risque de pas trop l'avoir. Donc, on risque d'être confronté à la difficulté sur les dotations et à la difficulté sur la croissance des bases fiscales, en tout cas par l'intermédiaire de la revalorisation forfaitaire qui est votée en loi de finances. Et puis, mais ça c'est un peu plus marginal, mais c'est quand même, ça donne quand même un signal. Vous avez peut-être vu que dans le projet de loi de finances, il était prévu de supprimer un certain nombre de taxes ou d'impôts, on appelle ça les taxes de poche ou des recettes de poche. Quelques taxes fiscales qui vous rapportaient pas, qui macroéconomiquement ne rapportent pas grand-chose aux collectivités locales, mais peut-être que vous, dans votre situation de votre commune à vous, le manque de ressources issues de cette taxe-là ben, peut être pénalisant. Donc ça va être à suivre au quotidien dans les débats parlementaires, parce que ben, ça peut être un facteur pénalisant. Donc voilà globalement un peu dans quel univers et dans quel environnement s'effectuent les discussions autour de la loi de finances. Encore une fois, ça vient de commencer, donc il faut qu'on suive au quotidien ce qui va se passer. Mais on sent bien derrière ces discussions-là l'enjeu de réduction des déficits publics. Je ne sais pas si vous avez lu le rapport de la Cour des comptes ou si vous avez lu l'annexe budgétaire qui s'appelle le jaune budgétaire. Il est très bien fait. Dans le cadre de la loi de finances 2015, l'État produit son budget, sa loi de finances, et en annexe à la loi de finances, l'État produit, ben, comme les collectivités, des annexes budgétaires. Et dans les annexes budgétaires, il y a une annexe qui s'appelle le jaune budgétaire. Et il y a le jaune budgétaire qui est consacré au transfert financier entre l'État et les collectivités. Et ce jaune qui vient juste de paraître, hein, vous le trouvez sur Internet, vous tapez sur Google transfert financier, jaune budgétaire 2015, transfert financier et État-collectivité. Et ce jaune budgétaire, il est super bien fait parce qu'il explique qu'est-ce que l'État a en tête quand il pense aux dotations qu'il nous verse. Qu'est-ce que l'État a en tête quand il pense aux dotations qu'il nous verse. Et on va y venir parce que c'est assez éclairant. Et du reste, cet éclairage-là, on l'a dans le rapport de la Cour des comptes aussi. On sait ce que l'État pense de nous. Il n'est pas forcément juste. Ce qu'il a derrière la tête. Nous, on sait ce qu'on pense de l'État, mais lui, il pense aussi des choses de nous, et surtout, ce qu'il pense de nous, il le traduit dans les lois de finances, et derrière nous, on a à gérer la pénurie budgétaire que ça implique. Et donc, c'est important d'avoir accès à ce jaune budgétaire, et il a fait aussi ce jaune budgétaire, parce qu'il le retrace quasiment 10 ans de relations financières entre l'État et les collectivités locales. 10 ans d'évolution de DGF, 10 ans d'évolution de DSU, je dis n'importe quoi. Donc, sur chacune des dotations, il fait ce retour historique en arrière, et ça, c'est intéressant. Et donc, vous avez vu, dans les débats actuels, la thématique de les collectivités locales sont des vilaines, elles sont mal gérées, parce que cette année, en 2013, elles n'ont pas participé à la réduction du déficit public. L'État, il a participé à la réduction du déficit public, les organismes de sécurité sociale ont participé à la réduction des déficits publics, mais pas les collectivités. Et donc, le premier point que je voulais vous évoquer avec vous, c'est comment il peut se faire que les collectivités ne participent pas à la réduction du déficit public, alors que notre budget il est voté en équilibre. C'est qu'au niveau européen des critères de Maastricht, quand on parle du déficit public, on parle en fait du besoin de financement, c'est-à-dire avant prise en compte de l'emprunt. Dans nos collectivités, dans vos collectivités, lorsque vous avez un emprunt d'une année qui est supérieur au remboursement du capital de l'année, vous êtes dans un mécanisme d'accroissement de l'endettement. Et cet accroissement de l'endettement correspond à un déficit public.
C'est comme ça que l'État considère que nous, collectivités, on a contribué à creuser le déficit public. C'est juste que, même si nos budgets sont en équilibre, c'est juste qu'on a mobilisé globalement plus d'emprunts que ce qu'on a remboursé dans l'année. Et donc l'État, il dit, oh, c'est pas bien, vous n'avez pas contribué à la réduction des déficits publics. Sauf ce que l'État oublie de dire, c'est que l'État et les organismes de sécurité sociale, ils font surtout des dépenses de fonctionnement. Bien sûr. Nous, on fait surtout des dépenses d'investissement. Est-ce que c'est illégitime de financer nos dépenses d'investissement qui seront utilisées par des contribuables futurs, par de la dette qui sera remboursée par les contribuables futurs? C'est pas illégitime, c'est normal. Donc l'État nous dit, vous êtes des vilains, vous n'avez pas participé à la réduction du déficit public. Et ce qu'il oublie de dire, est-ce que nous, on devrait lui répondre, mais notre boulot, c'est de faire de l'investissement. Et à partir du moment où vous faites de l'investissement, ben, vous faites de l'emprunt. Et à partir du moment où vous faites de l'emprunt, vous faites du déficit public. C'est normal. C'est ce qu'essaient d'expliquer certaines associations d'élus. Tout à fait clair. Alors, en même temps, si je peux me permettre, Bien sûr. on nous a invité à vous interrompre. Bon, en même temps, chacun d'entre nous sait très bien aussi que la politique d'une ville, notamment concernant le fonctionnement, a des incidences énormes sur justement le volume d'emprunt qui a à la clé, selon qu'on a bien fonctionné, entre guillemets, ou pas bien fonctionné aussi. Et effectivement, il y a plein de relations entre le fonctionnement et l'investissement. Donc, première relation entre le fonctionnement et l'investissement, si vous ne maîtrisez pas vos dépenses de fonctionnement, vous réduisez votre capacité d'épargne. Si vous réduisez votre capacité d'épargne, vous allez emprunter plus. Donc effectivement, comme vous le dites à juste raison, voilà, pour ne pas maîtriser son fonctionnement, et on va y venir tout à l'heure, parce que c'est l'enjeu des futures années, il est là en fait, c'est comment on va maîtriser nos dépenses de fonctionnement. Et donc ne pas maîtriser les dépenses de fonctionnement, c'est se mettre en difficulté pour le futur, parce que c'est réduire notre capacité d'épargne, et notre capacité d'épargne, elle va être réduite déjà par la baisse des dotations, et elle va être déjà réduite par l'augmentation moins rapide de la fiscalité, de la croissance des bases fiscales. Je ne rajoute pas que on a bien vécu, et ça c'est réel dans les collectivités sur les 15 ou 20 dernières années, parce que quand on avait des difficultés de financement, on avait un truc très efficace qui s'appelait l'augmentation des taux. Et on en a un peu, enfin on l'a un peu utilisé, on ne peut pas le qualifier, on l'a un peu utilisé. Et aujourd'hui, on ne pourra plus l'utiliser. Donc on va être pris en sous un triple ou quadruple effet de ciseaux. On a des dotations en baisse, on a des croissances de base fiscale qui seront moins importantes dans le futur que dans le passé, et on a une utilisation plus limitée et politiquement plus risquée de l'arme des taux. Et parallèlement à ça, la seule façon de s'en sortir, ça va être de maîtriser ses dépenses de fonctionnement. Mais on a une autre relation entre fonctionnement et investissement. Et on n'y pense pas assez, lorsque vous lancez des dépenses d'investissement, ces dépenses d'investissement que vous lancez une année et que vous savez financer grâce aux emprunts bancaires optimisés que vous faites, et bien ces dépenses d'investissement, elles vont avoir les années suivantes des répercussions sur les dépenses de fonctionnement. Et donc vous allez creuser, en faisant des dépenses d'investissement d'aujourd'hui, creuser la difficulté demain, parce que ces dépenses-là, elles vont générer des dépenses de fonctionnement. Et donc, et d'investissement. Et quand on fait des dépenses d'investissement, il faut essayer de caractériser ces dépenses d'investissement. En réalité, toutes les dépenses d'investissement ne se valent pas. Il y a 3 types de dépenses d'investissement. Il y a les investissements qui peuvent être productifs de revenus futurs, qui sont à privilégier. Les dépenses d'investissement qui sont productifs d'économies de fonctionnement futur, c'est pas la même chose, et qui sont aussi à privilégier. Et puis les dépenses d'investissement que parfois on est obligé de faire, mais qui demain vont générer des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement supplémentaires, parce qu'il va falloir les entretenir, faire des gros renouvellements. Et donc effectivement l'enjeu il est là sur l'articulation entre fonctionnement et investissement. Et donc effectivement l'État il dit je baisse vos dotations pour vous forcer à réduire votre train de vie. Je baisse vos dotations pour vous obliger à réduire votre besoin de financement. Je vais assez doucement. Je réduis vos dotations pour faire en sorte que vous participiez à la réduction du déficit public. Et donc, comment les collectivités elles peuvent réagir par rapport à ça? Soit elles peuvent augmenter les recettes, mais on a vu que c'était difficile. Soit elles peuvent diminuer les dépenses d'investissement. Mais diminuer les dépenses d'investissement, c'est pas forcément ce qu'on nous demande et c'est pas forcément souhaitable. Et donc la seule solution pour les collectivités, ça va être de diminuer les dépenses de fonctionnement. Parce que si on ne fait rien sur les dépenses de fonctionnement,
on va avoir une croissance naturelle des dépenses de fonctionnement. Si on ne fait rien, les dépenses de fonctionnement, elles filent de 3, de 4, de 5% par an. Et donc aujourd'hui, il faut se réinterroger, et on va le voir maintenant, c'est comment on réduit les dépenses de fonctionnement. Alors, d'abord, quand j'entends train de vie, réduire le train de vie des collectivités locales, effectivement, pour l'État, réduire les dotations, c'est induire éventuellement des réflexes heureux dans les collectivités. Mais je pense qu'il y a, dans la logique de l'État aussi, depuis des années, il y a ce fameux trésor des collectivités locales, dont on entend parler de temps en temps. Hein. Le fonds de roulement qui a permis, par exemple, aux collectivités locales en 2012 de continuer à financer leurs investissements en 2013 à une hauteur supérieure à ce qu'ils avaient constaté en 2012, tout simplement en accroissant, comme effectivement les capacités en épargne ont baissé, en accroissant tout simplement l'endettement et la ponction sur la trésorerie. Là, on a, pour compléter hein, la logique, l'État et les collectivités locales, ça fait pas 10 ans, ça fait 25 ans ou 30 ans, enfin depuis que les premières lois sur l'indépendance des collectivités locales, hein, sur la logique décentralisée, c'est la trésorerie des collectivités locales qui intéresse l'État, essentiellement. Alors, pour revenir sur ces logiques hein, de comment maîtriser mieux la dépense de fonctionnement, puisque c'est ce qui est dans les objectifs de l'État, tenter de réduire la dépense de fonctionnement, au profit de quoi? Au profit d'une meilleure adéquation de l'épargne vers l'investissement. En gros, d'un meilleur autofinancement permettant de piloter au mieux, à terme, la dette de la collectivité. Alors, savoir d'où on part, où on va, si on a déjà une stratégie financière, si on est communauté urbaine du côté de Bordeaux, on ne se pose pas le problème, on s'est déjà posé la question. On a mis en place des stratégies financières. Là, je vais parler simplement aux communes et petites et moyennes. Petite question à la volée, y a-t-il un service contrôle de gestion dans votre collectivité? Oui. 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 Est-ce que ce service participe à la démarche budgétaire? Le débat d'orientation budgétaire est équipé, outillé par les contrôleurs de gestion en partie? Il n'est pas piloté par eux, mais il participe, même si c'est, à mon avis, encore trop faible. D'accord. Alors, un des problèmes essentiels qui va se poser, je l'ai annoncé d'entrée de jeu tout à l'heure, c'est d'abord le fait que pour savoir où économiser, il faut savoir où on dépense, a priori. Et pour savoir où on dépense, on est obligé d'utiliser des techniques de type contrôle de gestion, sous-entendant des comptabilisations analytiques à côté d'un système de comptabilité générale, permettant de mieux relater les activités de la collectivité dans un système de préférence moderne. Aujourd'hui, on dit activity-based costing, on dit gestion des coûts par activité, et on essaie de faire en sorte que la carte de la dépense de la collectivité soit intégrée dans un système d'information bouclé ou bouclant sur le système comptable, pour tout simplement savoir où on dépense. Savoir où on dépense, ça veut dire qu'effectivement, à chaque type d'activité, vont être affectés un certain nombre de frais de personnel, d'effectifs, de dépenses de fonctionnement courant, de dépenses éventuellement déléguées à des structures tierces. L'ensemble de l'activité aujourd'hui, elle est relatée dans un système comptable. Si le système comptable analytique ne marche pas, le système comptable budgétaire, basique, lui, fonctionne. Simplement, on est gouverné par la structure, gouverné par la lourdeur de la structure, et on répartit les charges avec des clés de répartition plus ou moins étudiées. Alors, je ne poserai pas la question de
la collectivité dont est issu Laurent, mais tu m'as dit toi-même que dans ta collectivité, cette logique analytique n'existe pas. Et pourtant, c'est une grosse collectivité. Si j'en prends ne serait-ce que 4 ou 5 communes que j'ai vues la semaine dernière et que je verrai la semaine prochaine, le souci de contrôle de gestion n'est jamais posé. Et pourtant, on va écrire en mars 2015 un pacte de mutualisation avec l'intercommunalité, alors qu'on n'a pas fait le premier pas sur l'analyse réelle de la dépense. Voilà très grossièrement ce qu'il faut arriver à utiliser. C'est des techniques qui ne sont pas réglementaires, qui ne sont pas encore intégrées complètement au fonctionnement des collectivités locales. Ça devrait être, je ne sais pas, chez un directeur général des services, voire sous forme de conseil auprès des élus ou, que sais-je, en cabinet, une fonction et des outils qui permettent de savoir où on dépense. Bon, que ce soit la méthode ABC, ABM connue dans les pays anglo-saxons, logique de destination de dépenses, alors qu'on est aujourd'hui plutôt dans une logique de nature de dépenses. On sait qu'on dépense des frais de personnel, on ne sait pas forcément où est-ce qu'ils sont. Quand ils sont répartis, parce que quand on les fonctions d'une collectivité, quand on lit le compte administratif, et qu'on regarde la réalité de la répartition de la dépense de frais de personnel, par exemple, on a souvent des surprises. Il y en a 80% en service commun, alors qu'il y a autant de services qu'il y a de fonctions à exercer dans la collectivité. La dette, pareil. On globalise la dette, alors qu'à un moment ou à un autre, c'est bien elle qui a servi à générer les équipements qui sont utilisés par les différents services de la collectivité. Tous ces éléments-là sont à recadrer par rapport à des outils qui sont finalement simples à mettre en place, mais tant qu'ils n'ont pas un poids réglementaire suffisant, on ne les met pas en place. Donc ça, c'est un constat. Alors, constat de vieux consultant depuis des années. On essaie de se battre contre cet état de fait. La chute de l'épargne depuis 20 ans ou 25 ans, on entend parler de l'effet de ciseau, le manque de contrôle de gestion, le manque de réallocation de ressources, régulièrement savoir où on dépense pour savoir comment on devrait mieux dépenser. Intercommunalité aidant, nouvelle intercommunalité, c'est pas fini bien sûr, 2017 éventuellement pour arriver à des ensembles de 20 000 habitants, sans aucune consolidation financière et sans consolidation de gestion, c'est pas envisageable. La logique sur le terrain aujourd'hui, c'est de trouver ces outils. Quand on aura passé des pactes de mutualisation, il va falloir les mettre en place. Il ne manque pas du contrôle de gestion dans les collectivités, notamment au niveau communal et intercommunal, il manque des consolidations financières complètes entre une interco et ses membres communaux. Il y a des échanges de ressources qui passent tant par une attribution de compensation qui a été calculée en son temps, au moment où on lâchait la taxe professionnelle au profit d'un certain nombre de prises en charge par l'intercommunalité. On a simplement oublié de donner une vision consolidée de la richesse financière des intercommunalités, ce que commence à faire la DGFiP aujourd'hui. Territoire intercommunal, combien de bataillons, quelle armée, quelle finance. Aujourd'hui, c'est autant de finances qu'il y a de structures dans l'intercommunalité. Et ça, ce genre de logique, ça devrait être un des premiers soucis des gens qui vont rentrer dans la mutualisation, qui y sont déjà et qui imaginent partager les moyens. Toujours le même réflexe. Je veux faire des économies par la mutualisation. Alors, dans 3, 4, 5 ans, une fois que la mutualisation sera mise en place, éventuellement, on en verra les effets plus tard. Je veux les faire, mais je n'ai pas de vision de l'enjeu financier global pour le territoire. Et je n'ai pas l'outil basique me permettant éventuellement de répartir les dépenses et de mieux étudier leur adéquation. Et non plus là uniquement sur le milieu communal, mais entre communes et intercommunalité, avec autant de membres qu'il y a de communes. Autant de services DRH que de structures communales et intercommunales, autant de services financiers ou comptables dans les communes et dans les intercommunalités, autant de choses à remettre en musique. Alors je ne sais pas quelle est l'expérience de chacun en la matière,
Il y a eu un essai de consolidation financière sur vos territoires intercommunaux? Non. L'exploitation du compte administratif dans vos collectivités, quand les élus votent le compte administratif, ils passent combien de temps sur le compte administratif? Mais le temps réel ou Le temps réel, par rapport au temps passé pour faire du budget. En règle générale, ils l'ont même pas lu quand donc l'analyser, c'est... Peut-être qu'ils ne le lisent pas, mais je pense qu'il y a une exigence de traçabilité qui se développe quand même. Ça commence, enfin. Et d'ailleurs même, ne serait-ce que vis-à-vis des partenaires, on le voit, que ce soit des partenaires ARS, en ligne et autres, il y a une réelle demande de traçabilité, donc je pense qu'on y est tous contraints. Nous, on s'est engagé vers un rapport budgétaire assez complet, qui permet d'expliquer les différences et les projets. Je pense que c'est... Vous êtes sur une commune de plus de 10 000? Plus de 50. Plus de 50. D'accord. Donc effectivement, hein, quand on est dans des tailles de communes comme la vôtre, j'espère bien que le souci est là avec les compétences internes ou pas. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'au moment du vote, évidemment, ça prend 2 secondes, comme partout. Mais par contre, à côté de ça, il y a une vraie exigence des partenaires et aussi comment des élus de savoir exactement et d'où viennent les différences. Tout à fait. Alors bon, là, comment? C'est pas partout. Nous, on a eu un problème au niveau de l'ADN. Sur 0,11, on ne pouvait pas dépasser tel montant parce qu'on n'avait pas. Les services ont demandé bien évidemment de boucher 1 million contre 200 000 contre la guerre. On a demandé aux élus de participer à l'arbitrage. On n'a pas eu de réponse. Ça s'est terminé par mettre la somme qu'on pouvait mettre sur le 0,11, on l'a mise sur le service financier et les services n'ont rien eu. Alors, on ne sait pas comment on va la distribuer, cette somme. Alors bon, ça c'est sur une décision budgétaire spécifique, mais juste pour rebondir sur cette logique de CA, pourquoi je pose la question? Ça fait 20 ans que je fais de la formation aux élus, ça fait 20 ans que j'ai encore des élus qui ont passé les 2 ou 3 dernières campagnes budgétaires sans avoir une présentation financière du budget. Et des élus, pas forcément dans les plus petites communes. L'obligation d'accompagner, l'obligation d'outils pour comprendre, qu'on peut tirer déjà d'une vision simplifiée, sans être simpliste, du compte administratif et des équilibres financiers, est rarement fondamentale dans l'approbation des résultats. On approuve les résultats. Quand on fait de l'affectation de résultats, on se pose la question, affectation de résultats, ça vous dit quelque chose, monsieur élu? Oui, oui, oui. Affectation de résultats chez vous, hein? On le fait avec quoi, l'affectation de résultats? On intègre au résultat du compte administratif l'ensemble des règles à réaliser. Dans certaines communes, dans certaines collectivités, là où on a effectivement du mal à avoir les compétences financières en interne et les compétences suffisamment resserrées autour de la dépense, le fait effectivement d'avoir des restes à réaliser qui représentent 5 à 6 mois de la dépense budgétaire initiale, c'est absolument courant. Quelles que soient les remontrances qu'on pourra avoir d'une chambre régionale des comptes. Donc on fait de l'affectation de résultats en intégrant des restes à réaliser qui ne sont pas forcément totalement validés. Je prends les emprunts qu'on a négligé d'enlever des restes à réaliser et qui font apparaître un résultat positif ou équilibré au niveau des restes à réaliser. Ah oui, mais on n'a pas testé la dette. On n'a pas testé ces emprunts nouveaux avant de prendre la décision de garder le reste à réaliser. On aurait dû garder les dépenses, on n'aurait pas forcément gardé la recette d'emprunt si on n'a pas eu par exemple un premier contact précis avec la banque. C'est ce qui va être reproché souvent par les chambres régionales des comptes. Quand on présente ça à des élus et qu'on leur fait lire le CA en le retraduisant, la compréhension vient beaucoup plus rapidement. Entre une logique comptable, une logique budgétaire et une logique économique, il y a des transformations à opérer dans la vision des choses. On est gouverné par le comptable et le budgétaire. On est gouverné par le fait que, alors allez vous promener un petit peu dans les collectivités, aujourd'hui, dans des collectivités moyennes, si je viens
après le vote du compte administratif et que je compare le compte administratif au budget, BP plus décision modificative et éventuellement plus BS parce qu'on a gardé cette ancienneté, cette antiquité, on se retrouve systématiquement avec une dépense qui a été majorée ou minorée? Légèrement majorée de l'ordre de 5%. Une recette et des recettes, notamment de fiscalité, de dotation, autres redevances et autres recettes, qui sont systématiquement minorées. Donc déjà dans le budget, sur ces structures-là, et on en rencontre partout, on a un résultat budgétaire. Quand on le fait sentir aux élus, qui s'aperçoivent qu'effectivement, systématiquement, dès que le budget a été voté, j'ai un résultat minimum du fait de constater ensuite que mes recettes sont plus fortes que celles que vous avez prévues. Alors on dira c'est de la prudence budgétaire. Mais de la prudence budgétaire systématique, c'est plus de la prudence budgétaire, c'est de l'habillage budgétaire. Et l'habillage budgétaire réglementaire est absolument pas montré du doigt. Alors qu'il faudrait commencer par ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est que entre la décision de faire des économies de gestion et le résultat, je fais des économies de gestion, il y aura toute cette logique d'outils qui n'existent pas, ou qui existent peu, ou qui existent sous la forme contrôle de gestion, ça existe aussi beaucoup sous la forme contrôle de gestion externe. Je monte des contrôles de gestion pour contrôler les structures que je finance ou que je subventionne, conseil général ou autre. Oui. Ce qu'on appelle avec des mots bien choisis, la sincérité du budget. Oui, on peut remonter là-dessus. Les restes à réaliser, c'est pareil. Restes à réaliser de 6 mois sur une dépense d'investissement, c'est une sincérité divisée de moitié sur l'année. Parce que, surtout si la collectivité vote encore un budget supplémentaire, ce qui arrive encore très souvent, et pour lesquels, effectivement, j'ai voté mon BP sans me soucier du résultat antérieur. Et notamment du fait que les restes à réaliser qui n'ont pas encore été réalisés dans l'ancien budget vont handicaper, techniquement, tout simplement, dans la réalisation, le budget suivant. Donc sincérité, ça serait... Oui. Oui, on se bat avec les armes qu'on a et c'est une arme importante, le fait d'avoir des estimations très prudentes en recettes, d'avoir des plafonds... J'ai pas dit que c'était un défaut d'être prudent budgétairement. Non, mais enfin, c'est une des rares armes qu'on ait, ce genre de pratique. Qu'est-ce que comment vous définiriez une bonne gestion au moment du budget primitif? On passe d'abord plus de temps sur le réalisé que sur le budgété, première des choses, c'est-à-dire que l'analyse dont je parle du compte administratif, elle devrait être faite avec un outil adapté permettant de traduire ces résultats en résultats économiques et financiers. Première chose. Deuxième chose, pour 5% sur les recettes et 5% sur les dépenses, sur une ville de 50 000 habitants, regardez le résultat que ça vous laisse à la fin. Si vous faites une sous-estimation dans un sens et dans l'autre, l'écart, il est manifestement trop important. On serait à 1% sur le fonctionnement et à, je sais pas, en taux de réalisation budgétaire à 80-85% sur l'investissement, parce qu'on ne peut pas tout finir dans l'exercice, et ce n'est pas l'horizon annuel qui est important dans les investissements, c'est l'horizon pluriannuel. La logique, c'est de réduire à de la vraie prudence sans rentrer dans de l'insincérité budgétaire. L'insincérité budgétaire, ce n'est pas tellement pour les organismes qui sont autour, c'est pour la connaissance intime qu'ont les élus de leur logique financière. Si systématiquement on ne fait pas le rapprochement, parce qu'il y a des endroits où on le fait, bien entendu, l'analyse de la performance budgétaire, j'imagine que sur une ville de 50 000 habitants ou sur une communauté urbaine de plusieurs millions de citoyens, on a réduit cette logique d'incertitude budgétaire. Enfin, pour moi, de certitude. Ça fait tellement d'années que je vois ça, que je n'ai pas de surprise. Quand j'analyse un CA, si je vois une collectivité moyenne, je suis quasiment sûr du résultat. Et je vous retrouve les 4 ou 5% d'écart. Une fois le budget complètement modifié, c'est-à-dire on est arrivé en septembre, octobre de l'exercice, on a un écart
manifeste entre ce budget modifié et la réalité qu'il représente au niveau du compte administratif, dans la réalité de ses dépenses, etc. Juste rebondir là-dessus sur deux petits points. Ce que Hugues vient de dire, c'est qu'effectivement, à un moment, les outils et les procédures de prévision budgétaire que vous diffusez à l'ensemble des services opérationnels, vous donnez des guides de procédure ou des, comment on appelle ça, des codes de bonne conduite, des règlements financiers, guides de procédure, tout ça c'est un peu la même logique. Vous donnez la règle du jeu aux services opérationnels qui vont avoir à monter leur budget et aux services opérationnels qui vont avoir à exécuter le budget. Et en fait, ce que dit Hugues, c'est une bonne règle du jeu bien définie, donnée aux services, ça va être aussi un facteur et un outil de bonne performance budgétaire, financière, économique globale pour la collectivité. Donc en fait, il ne faut pas dire c'est de la procédure, on s'en occupe pas, au contraire. On s'aperçoit que, notamment dans les conseils généraux, il y a beaucoup de conseils généraux qui demandent en formation ou même en conseil une aide à l'élaboration de leur guide de procédure, parce qu'avoir un bon guide de procédure, c'est se mettre en perspective pour que les services opérationnels fassent une bonne prévision financière la plus juste possible, mais aussi que les services opérationnels ils puissent dépenser, engager, liquider correctement. Et engager, liquider correctement, c'est aussi se mettre en bonne condition pour que l'argent public soit dépensé correctement. Et donc il y a des besoins énormes dans ce secteur-là, dans des collectivités, y compris très grandes. Ça c'est le premier point que je voulais dire. Et puis votre remarque à vous et puis celle de votre collègue là-bas laisse penser aussi qu'il y a un travail de transmission et de sensibilisation de l'information, enfin de transmission de l'information au sein de nos collectivités. Il y a une espèce de culture qui dit que nous les financiers, on sait, les services opérationnels, eux, c'est des dépensiers, ils ne savent pas. Et donc, je majore mes dépenses, voilà, je majore mes dépenses et je minore mes recettes sur l'air de dire, je me fais, moi, financier, des petites cagnottes, ça sera autant de services dépensiers de dépenses. Pas tout à fait d'accord. Ça me permettra de répondre à la demande qui va venir. Quand on arrive avec les services techniques, je prends le service technique parce que c'est un gros service dépensier. Quand on leur dit au BP, il faut nous donner vos dépenses, on sait à peu près combien il va y avoir d'énergie, d'électricité, c'est des comptes qui reviennent régulièrement. Quand on leur dit qu'il faut réduire, systématiquement ou quasi systématiquement, ils vont nous réduire un compte énergie. Mais parce qu'ils savent que de toute façon, on n'aura pas d'autre choix que de leur réaugmenter, puisque c'est de l'obligatoire. Mais c'est exactement ça que je voulais dire. C'est-à-dire on leur dit, c'est pas possible de réduire là, il faut voir d'autres travaux, il faut étudier par rapport aux opérations que vous avez réalisées. Voilà. C'est ça, c'est exactement là où je voulais en venir. C'est-à-dire qu'on a des opérations. Ils veulent pas quoi. C'est ça. On a des opérationnels, alors c'est aussi de notre faute. On a des opérationnels qui ne sont pas forcément au niveau de ce qu'on attend, et on a des opérationnels qui n'ont pas forcément encore compris la situation réelle dans laquelle on est, c'est-à-dire l'obligation de faire des économies. Et donc ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a tout un travail de pédagogie à faire, nous en interne, vous en interne, les financiers, vis-à-vis de vos opérationnels, pour dire attention, l'univers a changé, attention, j'ai bien vu que vous me racontiez des bêtises, vous demandiez 100 en investissement et vous en réalisez depuis 5 ans, vous en réalisez que 50, c'est pas sincère et ça ne peut plus durer. J'ai bien vu que je t'ai demandé de faire des économies de fonctionnement, tu tapes sur le truc énergie, qu'est-ce que tu mets comme outils pour faire des économies d'énergie? Si tu n'as pas des outils pour faire des économies d'énergie, tu es en train de me raconter des mensonges. Donc nous, on a un travail de pédagogie à faire vis-à-vis des opérationnels pour essayer de faire en sorte que les opérationnels, en fait, il n'y a pas deux équipes. Il n'y a pas l'équipe des financiers, il n'y a pas l'équipe des opérationnels, et je rajouterai l'équipe des élus. Il y a une seule et même équipe, et il faut que nous, financiers, on soit porteurs d'un message et d'une pédagogie de façon à ce que tout le monde ait le même niveau d'information et que tout le monde tire dans le même sens. Pardon, je vous ai coupé. Oui, mais parce qu'on parlait de CA, mais là on est en plein dans la définition de la procédure de préparation budgétaire. C'est-à-dire que ce soit un débat qui soit contradictoire entre les élus, les fonctionnels et puis les services opérationnels. S'il n'y a pas ce débat contradictoire, alors en plus on est un peu obligé parce que vous avez le débat d'orientation budgétaire qui amène à ça. Moi je sais qu'on commence la préparation budgétaire dans la commune d'où je viens, que je vais quitter bientôt puisque je pars à la retraite, mais ça commence au mois de juin avec une lettre de cadrage. Et à partir de cette lettre de cadrage, on a tout l'été pour pouvoir travailler. Et là, en ce moment, ils sont à l'évaluation d'abord, et ensuite la préparation du budgétaire. Chaque service est réuni
avec la direction financière, le DGA du pôle, et on prépare. D'accord, on discute, on échange. Il y a un premier rapport qui est présenté à l'élu aux finances pour un premier arbitrage. Ensuite, des réunions de pôle dans lesquelles on réunit plusieurs services de même nature, de même pôle. Et ensuite, vous avez c'est présenté à la majorité municipale. Et ensuite, vous avez le débat d'orientation budgétaire. Si bien que ces débats contradictoires ont lieu, mais je pense qu'ils sont nécessaires. On n'a pas possibilité de faire autrement. Alors, par contre, je suis d'accord avec vous sur ce que vous dites sur lecture du CA, prévision, certitude de la prévision, etc. Et je crois aussi qu'il faut que les élus, de plus en plus, aient une vue aussi de une vision de leur politique publique et de l'efficacité des politiques publiques. À quoi ça sert et pourquoi on met de l'argent dans telle ou telle politique publique, parce que sinon, et puis pourquoi on peut en abandonner aussi. Et puis ça va amener aussi à redéfinir, et j'en ai terminé, aussi peut-être redéfinir le périmètre du service. Non mais c'est... Bon, allez-y. Excusez-moi, mais non, c'est un bon point pour aborder. C'est le deuxième volet de la logique, bien évidemment. Aujourd'hui, travailler uniquement sur la dépense et sur l'économie, ça n'a aucun sens si on ne travaille pas sur la prestation, sur la réalité de ce qui est amené comme service à la population. Et justement, avec l'intercommunalité, il y a à la fois cette possibilité de mutualisation de moyens et d'occasion de mettre complètement à plat entre guillemets, les produits et services intercommunaux, qu'ils soient communaux, issus de la commune ou issus de l'intercommunalité. Dans ces logiques-là, moi aussi, si je reviens dans le passé, ça fait 20 ans qu'on parle de ça. Faut-il mettre à plat toutes les activités pour mieux allouer les ressources? Moi, ça fait 20 ans que j'entends ce discours. Aujourd'hui, on est coincé, on est dans un corner où effectivement les collectivités sentent qu'effectivement il y a une obligation, alors qu'elle soit provoquée par la baisse des dotations avec une petite compensation sur les péréquations verticales et puis ensuite une péréquation horizontale via les fonds intercommunaux. Ok, mais ça ne changera pas le problème de base. Le problème de base, c'est non seulement travailler sur la lecture réelle des chiffres, du compte administratif, réalité du fonds de roulement, réalité de l'épargne, réalité des investissements, parce que comme le disait Laurent tout à l'heure, un investissement sur un équipement aujourd'hui, c'est, s'il est bien mené au choix des élus, avec la liste et les inductions en fonctionnement futur, les inductions en investissement futur nécessaires pour maintenir l'équipement, quand on verra une PPI identifiée, intégrant tous ces éléments-là, pour dire aux élus, ben, vous choisissez non seulement ce coût d'équipement, mais ce coût d'équipement, vous allez y rajouter des coûts de fonctionnement induits, vous allez y rajouter ce qu'on appelle des cash flows sortants, au fil des années, et puis éventuellement des entrants, si on a des produits et des services qui génèrent une fiscalité nouvelle, ou des équipements tout simplement, qui peuvent générer des ressources fiscales nouvelles. Donc effectivement, le lien, aujourd'hui, c'est des liens totalement intriqués. Quand on fait une prospective et qu'on se pose la question d'une dépense d'équipement, eh bien on a tous les chevaux qui va se dérouler. Tous les inducteurs qui permettront éventuellement d'intégrer dans la logique contrôle de gestion ces éléments. Alors, quand j'ai entendu tout à l'heure l'idée de, effectivement, vous discutez et vous dites, je ne peux pas discuter avec le technicien parce qu'il connaît mieux le budget que moi et il sait où il peut économiser en faisant semblant d'économiser. Le rôle d'un contrôle de gestion, ça doit être là, d'orchestrer tout ça. Le problème, c'est que le DGA technique suit. Oui. On a beau dire attention, tirer des signaux d'alerte, on n'a pas les moyens si on n'est pas suivi par la direction et par les élus, on n'a pas les moyens de pouvoir... Oui, c'est bien ce que je dis. Il manque une fonction régulatrice. Il manque cette fonction qui devrait faire le pivot entre, d'une part, les élus et leur logique de décision budgétaire qui vont avoir des impacts économiques et financiers,
Et les techniciens, les financiers de la collectivité, les opérationnels, tous ceux qui participent à cette conservation du On en est à un niveau, si vous voulez, où on est en train d'expliquer aux agents, aux différents services, que c'est indispensable d'engager leurs dépenses avant pour qu'on puisse avoir une vision exhaustive des dépenses. À l'heure actuelle, on n'a pas ça. Et tous les jours, il nous arrive des factures sans engagement. Et on tire des signaux d'alerte. Moi, j'ai fait des messages à notre DG, qui doit certainement faire remonter, je suppose, aux élus, mais il n'y a pas de suite, quoi. On se sent un peu paumé, quoi. Moi, j'ai fait une procédure d'engagement avec des copies écran pour que les services puissent, en leur disant, n'hésitez pas. C'est pas du contrôle de gestion, là, c'est du contrôle interne qu'il vous faut. C'est vraiment la logique de schéma, enfin de règlement financier dont parlait Laurent Guillon, elle est là. Hein. Aujourd'hui, dans une collectivité de moindre importance, ou même d'importance moyenne, hein, tant qu'on n'a pas un règlement financier régissant à la fois les relations entre le comptable, qui est loin, hein, qui est à l'extérieur de la commune, et les services mandataires de la commune, et à l'intérieur même de la collectivité, justement, ces logiques de comptabilité d'engagement, ces logiques de précision budgétaire, hein, pour rejoindre un peu le souci de réduire l'écart, réduire à une portion acceptable, bah, ça demande un chef d'orchestre, ça demande des services ou un service contrôle interne ou au moins une personne qui s'occupe de savoir comment les procédures sont définies, comment elles sont respectées. Donc, il manque encore des outils organisationnels pour pouvoir arriver à une vision qui puisse être à peu près acceptable en termes de se rapprocher au plus proche de la réalité financière et économique. Tant qu'on reste dans le budget, tant qu'on reste dans la logique contrôle budgétaire, on est beaucoup trop et on n'a pas d'outils suffisamment. L'année dernière, on a fait pour la première année, j'ai réussi à mettre en place le fait pour les rattachements, de dire vous me prouvez que la dépense a bien été faite avant le 31 décembre. On a 3 services à tout casser qui nous ont répondu. Et encore. Vous êtes dans quel service? On les a supprimés. Dans quel service? Service financier. Service financier. Ouais. Et tous ceux qui n'ont pas justifié, qui nous ont juste dit dans le tableau, sans donner les pièces justificatives, si, pour attacher, dit non, ça ne suffit pas. Problème de contrôle interne. Donc, du coup, on a tout enlevé. Tu direction. Oui, c'est une question qui est un peu plus précise. Alors moi, la réponse est peut-être évidente, mais moi je suis dans les recettes. Je n'ai pas peut-être la vision complètement globale. Mais quand vous parlez des restes à réaliser, des problèmes des restes à réaliser, alors je comprends bien que quand on ne réalise pas l'investissement de l'année, il y a un problème de sincérité au moment où on vote. Et, oui, bon, sur la partie dépenses. Sur la partie dépenses d'investissement. Si on va réaliser que les 50%, bon voilà. Mais après, le problème financier en termes de réduction de dépenses et d'économie, quel est-il? Parce que, bon, je me dis, enfin, je sais peut-être bête, mais on prévoit un montant, un volant d'emprunt. On ne réalise pas tout, et ben on ne réalise pas tout l'emprunt la même année, mais on reporte les deux. Donc quel est le problème en termes de... s'il y a justification complète de l'économie, il n'y a pas de problème. Parce que quel peut être le problème d'avoir trop de restes à réaliser en gros à part voilà. Physique, vas-y sur deux réponses. La première, c'est un problème de sincérité. Alors, vous allez dire que c'est un problème de principe, mais derrière ce problème de sincérité, il y a le process. C'est-à-dire que si vous êtes insincère, le problème d'insincérité, c'est une contradiction avec un grand principe budgétaire antique. Ça, c'est le premier point. Mais derrière, le problème d'insincérité, c'est aussi un symptôme. C'est le symptôme que les procédures budgétaires, financières, que les process dont Madame vient de parler, ne sont pas adaptés, ne sont pas solides. Parce que normalement, avec les outils qu'on a aujourd'hui, les APCP, les AECP, vous avez les outils financiers, les guides de procédure, vous avez en main toutes les cartes pour annualiser la dépense. Pour faire en sorte que vous colliez entre la prévision et la réalisation, ça colle au maximum. Et si ça colle pas au maximum, c'est que la culture financière dans votre collectivité est défaillante. Et si elle est défaillante, la culture, au niveau, c'est un symptôme. Si elle est défaillante, il n'y a pas de risque de... Alors ça, c'était mon deuxième point. C'était mon deuxième point. Hugues le disait tout à l'heure. Oui, c'est ça.
Le risque, il y a un petit risque quand même, c'est que dès lors qu'il y a des restes à réaliser qui sont produits au compte administratif, il faut que vous ayez un équilibre. Donc si vous avez un report de dépenses, il faut que vous ayez un report de recettes. C'est-à-dire qu'il faut que vous signiez peut-être des contrats bancaires, on va en parler tout à l'heure. Il faut avoir au moins vu la banque pour maintenir un emprunt. C'est ça. Et si vous avez signé un contrat bancaire, peut-être qu'il y a une commission de non-utilisation, ou peut-être qu'il y a une commission d'engagement. Voilà. Okay. Mais c'est pas majeur. Et le risque dont je parle, moi, c'est un risque physique. Si vous traînez 6 mois, indicatif, 6 mois de dépenses d'investissement non réalisées suite à un exercice budgétaire, en combien de temps vous allez les réaliser? Ah oui, mais ça, et techniquement, ça va peut-être prendre 6 mois, 8 mois, 10 mois, tout dépend quand on va lancer les chantiers. C'est toujours la même chose. C'est ça qui rend la logique investissement insincère dans ce type de collectivité. Et elles sont beaucoup plus nombreuses qu'on peut le croire aujourd'hui. Il y avait 2 questions, je crois. Question, parce que comme vous évoquiez comment réduire les dépenses de fonctionnement, il y a des choses qui n'ont pas été évoquées ici, notamment si par exemple on fait une analyse rétrospective à travers le compte administratif et qu'on se rend compte que, notamment en matière de délégation de services publics, on voit une augmentation de 5 à 10% tous les ans. Donc ça veut dire que derrière ça, qui sont des gros postes, notamment que ce soit au niveau de la gestion de l'eau, au niveau de la gestion des ordures ménagères, je ne cite pas le reste. Donc ça veut dire qu'à un moment, si la collectivité territoriale ne met pas en place une stratégie avec ses élus sur à la fois le contrôle et la renégociation des contrats, compte tenu des contraintes budgétaires annoncées jusqu'à 2017 et quid du fonds de péréquation intercommunalité commune qui a évoqué rapidement, qu'on ne sait pas d'ici 2016 quelle sera cette visibilité, sans compter après la rentrée dans notamment les futures métropoles entre guillemets, et suppression aussi des intercommunalités. Donc voilà, ça veut dire que là, moi, entre les questions notamment relatives à la gestion, on va dire, budgétaire ou l'affectation des ressources et des moyens auprès des services, soit derrière, s'il n'y a pas la maîtrise et la renégociation des contrats auprès des délégataires, ça pose un problème. Et c'est là-dessus que la maîtrise, ça peut se faire. Moi, c'est ce que j'explique notamment aux collectivités territoriales avec lesquelles je travaille. Avant de repartir sur un cycle de questions, peut-être pour resynthétiser tout ce qu'on vient de dire là. Ce qu'on vient de dire, la question qu'on vient de traiter, c'est comment on peut réduire les dépenses de fonctionnement. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que la première chose à faire, le socle, le point de départ pour réduire les dépenses de fonctionnement, c'est de bien connaître la structure financière et économique et budgétaire de la collectivité. Et ce qu'il disait, Hugues, c'était que l'outil contrôle de gestion était le bon outil pour connaître ça. Et donc, pour bien réduire ces dépenses, on est obligé de passer par sa première phase, qui est une phase de connaissance. Et la phase de connaissance, ça peut être le contrôle de gestion. La phase de connaissance, comme l'a dit monsieur à l'instant, ça peut être l'analyse rétrospective faite à partir du compte administratif. C'est aussi une phase de connaissance. Une fois que vous connaissez bien la structure économique de votre collectivité, là vous pouvez entrer dans la deuxième phase. C'est de dire quels sont les axes de réflexion qui vont permettre de réduire les dépenses de fonctionnement. Et je verrai 3 axes pour réduire les dépenses de fonctionnement. Premier axe, c'est dépenser mieux. On va dépenser mieux en mettant en œuvre, on en parlait tout à l'heure avec Mounir, en aparté, pour dépenser mieux, je ne suis même pas sûr que ce soit, peut-être que c'est avec quelqu'un d'autre, pour dépenser mieux, il faut qu'on passe du marché public à l'achat public. Il faut qu'on fasse un peu comme les entreprises. Lorsqu'on achète aujourd'hui, on fait de la procédure, on sait bien faire de la procédure, on sait bien faire du marché public. Mais nos ingénieurs des services opérationnels, j'ai rien contre, mais ce sont des ingénieurs. Et donc un ingénieur, c'est quoi? C'est ceinture et bretelles. Et quand il va commander un truc, l'ingénieur, il va vouloir le top du top, le délai minimum, et puis les ceintures, et puis la bretelle. Et moyennant quoi, le fournisseur en face, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va facturer tout ça. Et donc, ce qu'il faut faire, bien sûr que la procédure sera bonne, et bien sûr qu'au regard du cahier des charges, on va prendre le meilleur fournisseur. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que le cahier des charges était bien rédigé? Est-ce que si on avait fait comme les entreprises du sourcing, est-ce que si on avait réfléchi à comment l'entreprise constitue sa structure de coûts, est-ce qu'on aurait accepté de mettre dans le cahier des charges ceinture et bretelles? Est-ce qu'on n'aurait pas accepté de faire des délais un peu plus longs? Et peut-être que si on avait mis un délai
de 15 jours de livraison, au lieu de mettre un délai de 7 jours, et ben le prix, je dis n'importe quoi, aurait été diminué par 2. Mais l'ingénieur, lui, il fait ceinture et bretelles, il veut la Rolls. Et bien aujourd'hui, il faudrait peut-être qu'on change la façon de faire et qu'on essaye de dépenser mieux en mettant une politique d'achat public et pas une politique de marché public, ce qui n'est pas la même chose. Oui, justement, c'est pour illustrer ce que vous dites. Je me retrouve dans ce que madame disait tout à l'heure. Pour revenir, on était transigeants. On avait mis ça en place pour répondre sur ils augmentent les dépenses d'électricité. Vous avez mal jugé, vous êtes responsable de votre budget, vous allez chercher la dépense ailleurs dans votre budget. Chaque service est responsable de son budget. Après, on est passé sur l'étape de contrôle de gestion. Alors, comptabilité analytique, développement, contrôle de gestion. Déjà, ça a donné les outils. Juste contrôle de gestion, la première fois que je prononçais ce mot-là, j'ai l'impression que c'était un gros mot. Qu'est-ce qu'il nous fait Là, on est à une quatrième étape, qui est la politique d'achat. Ça fait 3 mois que le service est créé au sein du service financier. L'idée, et je me retrouve complètement dans ce que vous disiez, le service technique qui chez nous fait 80% du service technique et informatique qui sont groupés, 80% du montant des achats. Ils commandaient, ils faisaient leur bon de commande, ça passait dans le circuit. Moi, de temps en temps, quand j'avais un peu de temps, je regardais est-ce qu'on ne peut pas chercher ailleurs, je donnais personnes qui sont occupées. On a créé un service achat avec un groupement en interne où le service technique n'a plus de relation financière avec le fournisseur. C'est-à-dire qu'ils remplissent un formulaire d'achat. À partir de ce formulaire d'achat, c'est pas la notion, c'est pas d'être forcément co-skiller, mais la démarche, c'est un partenariat. Ils peuvent très bien nous proposer un deal. Ok, le partenariat, on en discute. Le résultat, sur les 3 premiers mois, c'est 30% d'économie. 30% d'économie. Les fournisseurs qui... Ouais, mais il est sympa, lui. On l'aime bien. Il fait du bon boulot. Ça fait longtemps qu'il travaille. En réunion de crèche l'autre jour, j'ai dit Mathias, le fournisseur il fait un réveil, c'est vrai, on va prendre un temps et tout comme ça. Pourtant ils sont bien conscients, je les démoralise suffisamment sur la situation financière des collectivités locales et sur ce que va nous coûter la péréquation. Mais voilà, il y a le fait que le service demandeur ne soit pas le service acheteur. Il y a toujours dans le premier axe de dépenser mieux, il y a une deuxième aussi source d'économie potentielle dans dépenser mieux, il y a la gestion du patrimoine. Est-ce que vous avez regardé le patrimoine immobilier dont vous êtes propriétaire? Et surtout réfléchissez, je pense à des collèges, je pense à des écoles. Sur une année, en nombre d'heures, une année, ça a un certain nombre de jours. Une année, ça a un certain nombre d'heures. Combien votre classe est réellement occupée dans l'année? Calculez, vous enlevez les mini, vous enlevez les week-ends, vous enlevez les vacances, 30%. Pour les astreintes. Voilà, 30%. Et donc, du coup, il y a une optimisation du patrimoine à faire. Quand vous faites un... Alors, c'est Lyon qui a les Quand il est recensé. Hein. Quand il est vraiment recensé, parce que quand on regarde les comptes de gestion de certaines collectivités locales, on a... Quand vous faites un patrimoine, quand vous avez un patrimoine à construire, un équipement à construire, Lyon l'a fait, la ville ou la communauté urbaine, plutôt que de construire un nouveau bâtiment qui sera occupé qu'à 30% par des services communaux, on essaye de faire un partenariat avec d'autres partenaires pour essayer d'occuper au maximum ce bâtiment. Parce qu'un bâtiment inoccupé, il faut quand même le chauffer, il faut l'entretenir, il faut le nettoyer, et ainsi de suite. Et donc, on a aussi une rentabilisation du patrimoine à faire, et c'est peut-être un autre axe pour dépenser mieux. Dépenser mieux sans bouger le niveau de service offert à la population. Mais après, on va parler du niveau de service offert à la population, c'est mes axes 2 et 3. Ça me fait penser aux hôtels qui servent à 4 réunions par an. Et il y a certains endroits, c'est assez fou. Juste pour revenir sur vos histoires de délégation de services publics. Juste répondre là. Oui. Non mais là, par contre, là, quand vous avez j'étais provocateur. La gestion du patrimoine qui est très importante, du patrimoine bâti au niveau local, ça c'est au niveau, même au niveau du bloc intercommunal. Après, quand on fait une vraie étude des flux, donc l'ensemble des flux qui sont dépensés au niveau local, c'est des sommes énormes qu'il faut savoir aussi maîtriser. Donc il y a le côté gestion, d'accord, mais après il y a la maîtrise des flux. Après il y a aussi tout ce qu'on a en matière de parc, donc tout ce qui se passe, etc. Et aussi ce qu'il y a les obligations réglementaires par rapport à, justement à la mise aux normes. Donc ça c'est des vrais coûts, que ça on ne peut pas maîtriser.
Parce que les lois, elles évoluent tous les jours. Voilà. Et là, je ne parle même pas des problématiques de mise en accessibilité du patrimoine bâti, etc. Je ne rentre pas dans ces détails-là. Je peux réagir? C'est important aussi. Donc effectivement, il y a un champ de l'achat public, la gestion du patrimoine, mais derrière, il y a aussi un champ pour dépenser mieux qui a été ouvert par un certain nombre d'élus, et je pense qu'il faut continuer à enfoncer le clou, c'est dire la simplification des normes. Quand vous regardez toutes les normes auxquelles on est astreint, l'État, que j'aime bien par ailleurs, il nous dit faites des économies, mais chaque fois, il crée des normes qui vont générer des surcoûts de dépenses pour les collectivités. Ben ok. Au sein du comité des finances locales, il y a un comité d'évaluation des normes maintenant. Donc chaque norme doit faire l'objet d'une évaluation, mais plutôt que d'évaluer les normes nouvelles, ce que ça va nous coûter à nous collectivités, il faudrait peut-être commencer à se poser les questions. C'est toujours l'histoire de ceinture et bretelles. Les débats philosophiques qu'il y a aujourd'hui sur la sécurité, comment on appelle ça, les risques psychosociaux et tout ça. Voilà, sur la sécurité, la prévention. À un moment donné, ceinture et bretelles, il faut savoir tous que ça a un coût. Est-ce qu'on ne peut pas accepter tous, dans notre société, d'accepter de faire un peu moins de sécurité pour faire un peu plus d'économie? Si on disait qu'on dégrade la sécurité de 10%, on prend un risque de 10% si on se fait 50% d'économie, est-ce que ça ne vaut pas le coup de prendre le risque? Tout ça, c'est une question de mesure. Donc à un moment donné, enfonçons le coup auprès de l'État pour essayer de faire en sorte que les normes soient allégées et que ça nous coûte moins cher. Parce qu'on va être obligé d'en arriver là aujourd'hui dans notre situation. On ne peut pas tout avoir. Ou on dit à la population, c'est simple, sécurité comme on a aujourd'hui, les impôts on augmente de 10%, ou on accepte d'avoir moins de sécurité, et les impôts on les maintient ou on les diminue, mais on ne peut pas tout avoir à un moment. Et on verra aussi quand on parlera du niveau de service, parce que c'est la même question. Juste, je rebondis sur les logiques, effectivement, revoir les contrats de DSP, mettre à plat les anciennes relations de la collectivité qui souffrent exactement du même syndrome dont vont souffrir les schémas de mutualisation si on ne fait pas de la consolidation financière. C'est-à-dire, en gros, dire effectivement, à l'intérieur des collectivités, on a passé des contrats, on n'avait pas forcément les outils pour vérifier la validité complète du contrat. Alors, sans aller jusqu'aux dernières échéances Ecomove et Ecostar, mais on a un peu la même chose. Les choix se font très longtemps à l'avance, sans avoir forcément les outils d'observation, les outils d'analyse minimum, pour savoir si on y gagne ou pas. En gros, je délègue, c'est la même chose que mutualiser. Il faut d'abord que je sache comment je dépense, faute d'en arriver au bout de 10 ans à venir réintroduire dans le circuit municipal, c'est ce qui se fait à Paris, la gestion de l'eau, par exemple. Donc on est effectivement en deuxième élément de vision, réviser tous les modes de relations existants entre la collectivité et l'extérieur. Ça va être absolument nécessaire dans les nouveaux schémas intercommunaux. Aujourd'hui, alors oui, il y a une petite nouvelle en termes financiers. Il y a des communes qui étaient isolées avant le 1er janvier 2014 et qui vont se retrouver isolées en octobre ou novembre 2014, même si elles sont rentrées dans l'intercommunalité. Indépendance, gestion, libre gestion des collectivités locales, les tribunaux administratifs, je ferme la parenthèse, sont face à ce type de logique. On nous a imposé de rentrer, on ne voulait pas y rentrer. Et ben vous avez raison, vous invoquez la libre gestion des collectivités locales. Je referme. Si j'étais sur quoi, excusez-moi. J'étais parti sur quoi. Et la relation avec l'extérieur. Oui, et la relation avec l'extérieur, elle demande effectivement plus on avance en temps, une meilleure connaissance de soi. C'est-à-dire, en gros, si je délègue, c'est parce que j'y ai intérêt ou pas, en termes tout simplement financiers, économiques, prestations, métiers. C'est pas le même métier de vendre de l'eau que d'ouvrir des équipements sportifs. C'est pas tout à fait le même métier. Donc il y a des logiques qui vont effectivement se confirmer, s'affirmer, mais qu'il va falloir, bien entendu, mettre sous la lumière de l'analyse. Donc le premier axe, c'était dépenser mieux en faisant une politique d'achat public.
en faisant une politique de patrimoine, dépenser mieux en faisant de la délégation de services publics lorsque c'est nécessaire et lorsque c'est financièrement rentable, ce que vient de dire Hugues. Deuxième axe pour économiser, c'est se réorganiser. On peut, sans changer le niveau de service, c'est important, sans changer le niveau de service offert à la population, on peut se réorganiser et essayer de trouver des gisements de productivité. Allez, provocateur. Qui c'est ici qui peut dire, dans mes services, tous mes services sont optimisés aux petits oignons, il n'y a pas d'optimisation à faire. Je suis sûr qu'en changeant des paramètres d'organisation, on peut dégager du temps, et ce temps nous permet de faire des économies ou d'offrir plus de services à la population. Pensez, il y a plein d'exemples, pensez dans vos organisations à vous, comment un petit changement d'organisation, alors un changement d'organisation, ça s'accompagne. On identifie le changement d'organisation grâce au contrôle de gestion. Ensuite, on dialogue, le dialogue social, mais aussi le dialogue en interne. Et ensuite, on propose et ensuite, on met en œuvre les gisements de productivité. Et avec la productivité gagnée, qu'est-ce qu'on fait? Soit on diminue les dépenses, soit on offre plus de services. On a un exemple tout simple sur la fonction courrier, qui n'est pas la fonction la plus noble. On dématérialise. Voilà. Donc on est en train de le mettre en place, mais derrière, on a un agenda 21, on a la question des impressions. Enfin voilà, on faisait des milliers de copies, on va arrêter, on va être sur la dématérialisation aussi comptable, les pièces justificatives, enfin voilà, on est vraiment sur quelque chose de très englobant, de vraiment, en tous les cas pour notre collectivité aujourd'hui. Et je voudrais revenir quand même à ce que vous dites depuis le début. Oui, pardon, Conseil général. Conseil général, donc voilà, de 1,5 million d'habitants, 2 milliards de budget pour vous dire un peu ce que c'est. Déjà, pour revenir à ce que vous dites depuis le début, je trouve que par rapport à l'insincérité, donc je reprends un peu de hauteur, c'est que ça peut être aussi une arme politique. Chez nous, elle a été utilisée et elle est très... Enfin voilà, vous êtes élu, vous savez très bien qu'à un moment... Bon voilà, je referme juste ça pour vous le dire. Et puis ensuite, sur les débats et sur la façon de travailler. Alors, je ne suis pas dans un service financier, du coup, je ne suis pas à l'aise pour vous en parler. C'est à un moment... Vous parliez des pôles, on a exactement la même chose, vous avez des directions, on en a 23. C'est à un moment, chaque direction, chaque élu, chaque vice-président défend sa politique publique, quoi. Enfin, c'est un peu normal. Et du coup, après, c'est quel débat vous organisez entre eux pour savoir qui va lâcher et comment vous faites sur des dépenses obligatoires telles que les nôtres, c'est 2 milliards globalement, 1 milliard de dépenses sociales, enfin je dis peut-être, on n'est pas loin, comment ça se joue finalement derrière. Et pour aller plus loin, si on doit se retrouver avec des collectivités publiques qui n'ont qu'à gérer des budgets, vous n'aurez demain plus besoin des élus, vous avez un bon directeur général des services, et vous gérez, et puis parce que la place des élus et leur raison d'être, c'est d'imaginer, d'inventer, d'innover, de mettre en place des politiques publiques nouvelles pour les habitants sur un territoire. Mais s'il leur reste 3% pour ça, vous me direz, à l'heure où aujourd'hui on voit que le culturel, voilà, quand c'est pas, voilà, on peut jouer là-dessus. Les subventions aux associations, faisons très attention à ce qui va se passer. Le tissu social tel que nous, voilà, dans les quartiers, je vous en passe. Et donc aujourd'hui, ce débat, il est vraiment celui-là, au-delà, et après j'en finis, une direction qui travaille sur l'audit, le contrôle interne, etc. J'en suis. Et la gestion des risques, elle est aussi vue aujourd'hui à travers des cartographies qu'on fait annuellement. Et du coup, on a un autre dialogue qui s'accompagne. On n'est pas sur les finances, entre le gestion et les finances, mais en même temps, chaque direction a une autre vision et travaille sur les risques, ce dont vous parliez tout à l'heure. Chez vous, et notamment les conseils généraux, cette problématique essentielle de la dépense sociale qui mange tout aujourd'hui et qui, dans certains moments, empêche même d'investir. Alors, le paradoxe, c'est qu'en Seine-Saint-Denis, on vient d'investir 12 collèges, on les a ouverts cette année. Alors, les PPP, voilà, c'est des nouvelles aussi. On s'endette. Mais on s'endette, c'est sûr. Alors justement, ça permet de faire la transition sur le troisième axe. Le troisième axe qui permet de dégager des économies. Et le troisième axe qui permet de dégager des économies, c'est le chantier que vous avez ouvert tous les deux tout à l'heure, c'est la question du niveau de service. On a un portefeuille de politique publique dans nos collectivités. Par rapport à ce portefeuille de politique publique, il y a deux questions qui se posent et qui peuvent permettre de faire des économies. Premièrement, c'est le niveau de service. On garde le même portefeuille de politique publique. On ne supprime aucune politique publique.
Par contre, pour une politique publique, on peut faire beaucoup, peu, ou encore moins. On peut faire mieux aussi. Et on peut faire mieux avec un coût identique, mais c'était traité dans les réorganisations et c'était traité dans l'achat des 2 axes précédents. Donc effectivement, il y a une question du niveau de curseur. Quel niveau de curseur je mets pour chaque politique publique? Et sur ce niveau de curseur, les élus, ils ont un rôle prépondérant à prendre parce que le niveau de curseur, c'est eux qui vont le fixer. Mais les élus ne vont fixer le niveau de curseur valablement que sur la base de conseils et d'un accompagnement éclairé, c'est-à-dire le contrôle de gestion dont on parlait tout à l'heure. Donc tout ça, c'est et d'une analyse économique, tout ça, c'est cohérent. Donc le niveau de curseur, c'est quelque chose de très important. Se développe, oui, c'était mon idée, se développe aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, intellectuellement, c'est intéressant, la question du budget low cost. Réfléchissons à qu'est-ce que pourrait être un budget low cost dans nos collectivités. J'ai le budget normal traditionnel, et sans changer le périmètre des politiques publiques, je propose à mon élu un budget low cost. C'est quoi le low cost? Le low cost, provocateur, parce que je fais exprès. Le low cost, c'est pas moins de services. Le low cost, c'est dire de quoi mes usagers, ils ont réellement besoin et on leur fournit que ce qu'ils ont besoin. Les cacahuètes et le verre de champagne dans l'avion, on l'a pas. On va leur apprendre à se passer de... Oui, parce que les usagers... Du service public. Non. Le service public, on sanctuarise ce qui est nécessaire de sanctuariser, et tous les à côté, les dentelles, les rubans, les cacahuètes, il n'y en a plus. Parce qu'il n'y a plus de pognon. Mais c'est une question qu'on pose aux usagers contribuables. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez des cacahuètes, des rubans et des machins? Eh bien, vous payez votre billet taxe, impôt au prix fort, ou alors vous voulez le service public nu, dépouillé mais rendu avec qualité, ce que vous attendez, et ça coûte moins cher. Mais c'est vous qui avez le choix, c'est vous les électeurs, c'est vous les contribuables finalement. Donc la question du budget low cost, à mon avis, on ne va pas manquer de se la poser. Et la question c'est simple, on propose 2 budgets à nos élus, le budget traditionnel et le budget low cost, en lui expliquant aux élus qu'est-ce que ça va impliquer pour la collectivité, qu'est-ce que c'est que les cacahuètes, les fanfreluches qui disparaissent. Et est-ce que pour moi, élu, c'est important de maintenir ou c'est pas important de maintenir? Parce qu'encore une fois, nous, dans notre rôle d'administratif, on est là pour conseiller, on est là pour proposer des hypothèses que les élus doivent trancher. Donc on ne va pas, à mon avis, échapper à cette réflexion du budget low cost et du niveau de service public et du niveau de prestations offertes dans chaque politique publique. Mais ensuite, on peut aller au-delà, et vous l'évoquiez tout à l'heure. Est-ce qu'à un moment donné, ça a été un gros mot parce que ça a été mal pensé et mal fait concrètement, mais est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas que dans nos collectivités, on pense aussi à une revue générale des politiques publiques locales? La revue générale des politiques publiques locales, c'est quoi? C'est pas un espèce de gestion à la hache comptable. Ça, c'est ce qui s'est passé au niveau de l'État, c'est ridicule. En revanche, la philosophie même de la revue générale des politiques publiques, c'est puissant. C'est quoi nos politiques publiques? C'est pour qui? C'est comment qu'on rend ce service? Avec quel niveau de service? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Et comment on évalue les résultats? Ça, c'est puissant. Et à un moment donné, peut-être qu'au fur et à mesure des années, on a eu une espèce de millefeuille de politique publique qui s'est créée, pour plein de raisons, peu importe. Aujourd'hui, ce millefeuille, on ne peut pas le maintenir. Et qui est capable de dire ici que dans nos collectivités, toutes les politiques publiques qui sont là aujourd'hui sont justifiées? Est-ce qu'on n'est pas sûr qu'il n'y a pas 1, 2, 3, 4 politiques publiques qui sont là parce que c'est le fruit de l'histoire, qui étaient justifiées à un moment dans la vie de la collectivité, mais que 20 ans après, la politique publique, elle ne se justifie pas? Oui, sauf que cet exercice, il a déjà été engagé dans les collectivités. En tout cas, on a eu un plan d'optimisation dans les années 2010. Donc, si vous voulez, en gros, pour faire clair, voilà, le gras, il est quand même un peu parti. Et du coup, on va arriver... Mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je suis pas sûr. Quelles politiques publiques, citez-en 2, ont été abandonnées? Abandonné, non. Mais c'est dans ce point-là, moi je dirais abandon pur et simple. J'en ai pas là, mais sans doute on en a vu, enfin, tu as des exemples. Le moratoire sur les subventions d'investissement aux communes. Ouais. Ça s'appelle externaliser la contrainte, mais... Oui, mais c'est une moratoire, c'est-à-dire que vous n'avez pas abandonné, vous continuez, vous augmentez plus. Oui. Ah non, mais... Vous ne versez plus une subvention. Arrêtez, oui. Il y avait des choses dans le social. Si on rentre dans la logique justement du budget low cost, de la réduction, on va dire, de la transfert de coûts au niveau des politiques publiques,
faut être aussi en capacité pour les services, pour les élus, notamment aussi, là je parle du niveau local dans le cadre de la démocratie participative, dans les comités de quartier, de faire le récit aux citoyens, aux habitants. Pourquoi on fait ça? À un moment, si je vous donne l'autre question, pendant, c'est au niveau du chauffage urbain, vous allez questionner vos habitants, vos citoyens. En fait, il y a finalement avoir le mois de chauffe, le 3 mois ou 6 mois. Non mais c'est des choses, il y a un côté symbolique aussi qui rentre là-dedans. Ça, je l'explique quand je conseille les élus, les services, là, ce côté, ce récit, ce côté symbolique. On ne peut pas engager, même si c'est sur le principe, c'est intéressant parce qu'il y a des possibilités de, comment dire, de réduire les dépenses de fonctionnement, mais derrière aussi, on maintient une politique publique parce que c'est important pour la symbolique au niveau des citoyens. Et là, c'est un côté stratégique. Et là, on dépasse le cadre financier. C'est ça. Et ça, je pense que ça doit prévaloir sur les orientations stratégiques et budgétaires. Ça veut dire que c'est pour ça que, là, c'est très bien qu'une représentante de la SADISA, ça, c'est une vraie problématique. Parce que là, on ne parle même pas, et là, je ne rentre même pas dans le côté aussi de l'abandon des missions régaliennes de l'État. Et derrière, comment ça va se passer en 2017-2020. Et il y a ce côté vraiment symbolique. Enfin, symbolique et la pression sociale sur nos collègues dans les circonscriptions. C'est aussi la continuité aussi du service public. C'est ça aussi. Voilà, ça c'est réglementaire. Mais l'idée, c'était pas de dire supprimons des politiques publiques, l'idée c'était de dire faisons une revue générale, offrons des scénarios aux élus, et les élus, en discussion avec la population, ils décident de on maintient ou on abandonne. Et encore une fois, on peut décider de maintenir, mais si on maintient, il faut que la population sache qu'on maintient, et c'est des points de fiscalité. Parce que moi je ne suis pas en train de dire qu'il faut abandonner, au contraire, je suis en train de dire qu'il faut que ce soit transparent et que l'ensemble du process soit... Voilà, l'ensemble du process soit transparent, ce qui ne permet pas des jeux d'acteurs masqués. Et pour que le process soit transparent, on part du contrôle de gestion. Le service financier budgétaire fait des hypothèses de travail. Les élus, avec les services opérationnels, les élus tranchent en lien avec la population, et la population est bien évidemment associée. Et si on maintient, on maintient, mais il y a plus de fiscalité, et c'est un choix de société. Et si on ne maintient pas, il faut qu'on dise quelles politiques publiques et quels usagers sont pénalisés. Mais encore une fois, il y a des choix politiques, on ne peut pas tout avoir. J'aurais juste un petit complément avant de prendre une question. Un des obstacles majeurs quand on veut faire du contrôle de gestion dans le milieu public, tu as parlé de fiscalité. On commence à parler d'autre chose que de fiscalité dans les collectivités en parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement, faire le lien permanent entre une dépense de gestion, une dépense financière et une ressource fiscale, c'était l'exercice proche de la quadrature du cercle. Ce que vous faites facilement dans une entreprise en rapportant votre chiffre d'affaires à la dépense, vous ne pouvez pas le faire dans une collectivité. Donc vous êtes obligé d'imaginer à la fois la fiscalité comme un espèce d'outil difficile à faire rentrer dans une mallette de contrôle de gestion, il va falloir le faire, en réorientant éventuellement des tas de logique fiscale vers plutôt de la redevance ou plutôt de la rémunération de services, comme on a, pour renforcer effectivement ces aspects, lien entre la recette et la dépense. Je complète juste, là c'est un problème qui va complexifier beaucoup la vision du contrôle de gestion et surtout l'équilibre. Oui. Je voyais comment... mais ouais, je vous rejoins là-dessus, sur la question de l'analyse de gestion. Nous, par exemple, on a mis en place une analyse de coûts qui permet pour toutes nos politiques publiques de savoir ce qu'elles coûtent, même par rapport à des indicateurs d'activité. Cela dit, après, il y a une question de temporalité qui se pose. C'est-à-dire que, certes, vous supprimez un service, vous décidez qu'un temps ne sera plus fait, vous faites différemment, sauf que, par exemple, l'agent, vous allez le garder. Vous avez quand même aussi une base contractuelle qui va rester. Non, mais je vais être un peu dur là-dessus, mais c'est-à-dire qu'il y a aussi, ça doit s'accompagner, il y a un plan de formation. La réelle économie, vous l'avez que sur un horizon de 3-4 ans. C'est-à-dire que ça, c'est très difficile à faire passer, y compris pour un élu qui a le courage, justement, de diminuer un plan de politique publique, de dire, écoutez, c'est très bien, ça nous permet d'équilibrer sans augmenter les taux, mais sachez quand même que ça, c'est une économie à horizon de 3-4 ans.
Et ça, c'est très difficile à faire passer. Donc, je ne sais pas si justement il y a déjà des méthodes, ou par exemple des cadres d'analyse qui peuvent déjà être mis Aller en formation avec. Non, mais on est en train. Enfin, il y a un certain nombre de réflexions en cours. Je crois que c'est Commundi qui fait quelque chose sur le contrôle de gestion en entité publique. Une journée complète sur la. Comment passer outre à cette distorsion entre recettes générales, type fiscal, et dépenses apparentes identiques à celles d'une entreprise de service. Effectivement, c'est sur le point effectivement de déboucher. Et dans le cadre des recherches sur les mutualisations, ça va s'enrichir encore plus à l'intérieur des domaines intercommunaux. Je me permets d'ajouter aussi, excusez-moi parce que là-dessus, nous, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réflexions aussi sur, par exemple, le périmètre d'action et également sur les moyens, sur la mise en œuvre, en tout cas, des politiques publiques. Sauf que, dans un premier temps, on paye un audit, un accompagnement, il y a des mesures transitoires, c'est-à-dire que si vous passez d'une gestion en régie à une délégation, ça va beaucoup plus vous allez cher, garder les agents, vous allez payer les deux. En fait, finalement, on se retrouve dans ce genre de démarche. Il faut accepter le fait que ça prenne 4-5 ans pour avoir des réels effets. Et que ça coûte avant de rapporter. Et ça, c'est très compliqué à faire valider sur comment, notamment auprès des élus, qui disent moi je veux que ça colle sur le temps de mon mandat. Alors en fait, nous on se retrouve à devoir leur expliquer que finalement ça va être à la fin du mandat qu'il faut avoir des effets. Alors sur les mandats, moi j'en ai une bonne quand même, mais vous la retrouverez partout dans toutes les anecdotes autour de la logique d'investissement des collectivités locales. Vous l'avez dans le rapport de l'OFL. C'est cette poussée brusque des investissements locaux à l'approche des échéances électorales. Vous le prenez depuis 20 ans, vous l'avez. Au lieu de lisser les investissements, on en est toujours à faire des bosses qui sont terribles dans la logique financière qui va suivre. Oui, mais pourquoi? Parce que je vous laisse répondre. Je crois qu'il faut partir quand même on fasse un peu politique parce que on est dans une vision, semble-t-il, un petit peu technocratique. C'est-à-dire qu'on a quand même un programme municipal. C'est-à-dire les citoyens ont élu une équipe municipale sur la base d'un programme. Alors, qu'il soit bien conçu ou pas, peu importe, mais c'est sur la base de... Donc il y a une obligation de résultat. D'accord ? Sauf que vous avez aussi le temps politique, mais pas forcément le temps financier, le temps budgétaire, etc. Et lorsque vous êtes engagé, par exemple, sur la construction d'écoles, si vous ne la faites pas, on vous jugera quand même. Et votre équipe, elle a quelques chances de ne pas passer. Je prends l'exemple de l'école. Mais il y a aussi une autre chose, et je crois qu'il y a un gros danger là en ce moment, si vous voulez, c'est qu'on va être contraint là. On est dans la contrainte. Ça ne veut pas dire que le débat sur les politiques publiques n'ont pas commencé dans les collectivités depuis longtemps. Mais là, on est c'est un peu le débat, vous savez, sur la suppression de la DSU il y a quelques années. Nous, moi, je travaille à la ville de Bagneux, c'est 4 millions qu'on a failli perdre de DSU, sur un budget de 60 millions. Donc c'était quand même relativement lourd. Il y a eu une bagarre au niveau local, avec la population, etc. On ne l'a pas enlevé. Sauf que le problème, si vous voulez, c'est que je crois, moi, qu'au-delà des outils, et il ne faut les prendre que comme des outils, mais d'aide à la décision politique. Je crois que c'est ça qui est important. Et la décision politique, elle est aussi au nom des citoyens. Donc ça veut dire qu'il faut aussi redescendre, donner la possibilité aux citoyens de comprendre. Parce que sinon, on peut changer de cap sur une politique. Mais sinon, il y aura pas, ça ne sera pas compris. Et je crois que c'est ça qui est important. On parle de participation des citoyens, etc., mais je crois que c'est de plus en plus important. Sinon, on va vers un truc complètement technocratique, où on va avoir, par exemple, des programmes sur la santé. Et on s'aperçoit ce que donne la santé publique aujourd'hui, qui est vraiment en net recul. Parce qu'il y a eu quelques décisions technocratiques prises là-dessus. Et voilà. Et je pense qu'il ne s'agit pas de renoncer, si vous voulez, au rôle des collectivités territoriales, c'est d'avoir une conscience claire et nette des politiques sur lesquelles nous engageons. Mais ça veut dire qu'il faut effectivement développer des outils, mais pour les élus et le citoyen. Je dirais d'ailleurs même pour le citoyen d'abord. Ne serait-ce que pour repérer la réflexion élus, dirigeants aussi dans les collectivités, parce qu'on passe souvent ça très rapidement sur le sujet, mais certains dirigeants de collectivités locales demandent à partir parce que la logique poursuivie par les élus ne tient pas compte d'un échange suffisant entre l'instance dirigeante et l'instance élue.
Ça fait réagir des gens, là, ou pas? Moi, on est là pour ça. Vous avez vu ça? Moi, je vois ça régulièrement. Il y a des DG, des fois, qui... Oui, mais bon, non seulement problème organisationnel interne, mais aussi problème très souvent de vision et d'apport possible que pourraient amener les dirigeants, mais ils vont au bout d'un certain temps se réfréner dans leur envie de donner des outils parce que c'est pas le lieu, la négociation budgétaire ou le vote du budget, c'est un problème d'élus. Dans certaines collectivités, les services n'ont rien à faire dans le vote du budget. Ils sont là pour le construire, bien entendu. Mais dans la logique de suivi, dans la logique d'installation d'outils de contrôle, c'est très souvent ce problème de relation élu-fonctionnaire qui peut éventuellement poser un problème supplémentaire. Peut-être qu'il y avait une question sur les dépenses et puis après on passera peut-être sur la dette. Logique prospective. Du côté démocratie participative, ce qu'a dit monsieur tout à l'heure, là, dans le cadre d'un projet d'aménagement urbain, il y a une phase justement d'enquête publique, ok, mais derrière il y a aussi une grosse phase de concertation. Donc ça veut dire que les citoyens sont associés, où on leur explique les choses. Aujourd'hui, si ça doit être le cas, dans le cadre justement, on va dire en dehors du débat d'orientation budgétaire, mais peut-être dans des instances spécifiques, justement, on puisse expliquer pourquoi il y a besoin aussi qu'il y ait l'effort citoyen par rapport aujourd'hui à l'amélioration du cadre de vie, du mieux vivre ensemble, c'est important. Et si ça doit être concerté, il faut que ça soit après imposé. Oui, on sent bien que cette articulation entre nous techniciens, il ne faut pas qu'on voilà, surtout le premier risque, hein, c'est que nous techniciens financiers, on soit dans notre tour d'ivoire et on travaille que entre nous, pour nous, rien que pour les finances. Derrière, il faut qu'on assure l'articulation avec les opérationnels et il faut qu'on amène les opérationnels avec nous. Et dans les outils et les modes de faire, les méthodologies qu'on met en œuvre, il faut bien toujours qu'on garde en tête qu'on n'est qu'un outil d'aide à la décision au service des élus. Et il faut faire attention, et si notre discours n'a pas été suffisamment dans ce sens-là, c'est qu'on n'a pas été suffisamment précis, on n'est vraiment qu'une aide à la décision et que ça. Et ensuite, cette aide à la décision au profit des élus, tout ce qu'on fait n'est que pour le destinataire final, qui est la population. Et effectivement, on sent bien que, notamment au regard des choix cruciaux qui vont devoir être faits, qu'il faut qu'on associe la population et qu'on explique, parce que sinon ils ne comprendront pas ce qui se passe. Peut-être un point sur la dette, parce que l'un d'entre vous, tout à l'heure dans le tour de table, y avait vu un intérêt. Alors, le point que je voulais faire, c'était juste sur l'état de l'offre bancaire et son évolution récente. Bon, juste pour... Alors, je participe aux travaux d'un cabinet qui s'appelle Orfeor, que quelques-uns connaissent peut-être, rue Saint-Marc. Quand j'étais parisien, j'étais encore là. Et qui, chaque année, sort un observatoire du milieu bancaire. Celui-là date de la fin 2013, mais il réoriente bien les logiques sur 2014. Je vois ça dans le document d'accompagnement. En gros, un recadrage et un marché qui s'est reconstruit après les événements fatals à Dexia, autour essentiellement de la Banque Postale à partir de 2012, de la Caisse des dépôts, du Crédit Agricole et Crédit Mutuel qui maintiennent encore leur position, même si c'est en perdant quelque part de marché. Donc resserrement et resserrement de l'offre et reconstruction complète, essentiellement tournée vers les financements d'équilibre, grâce à la SFIL, la Société de financement local, qui a repris un certain nombre d'encours de Dexia dans le cœur de, on va dire, l'ancienne Caisse des dépôts, puisque Dexia est quand même issu du CLS il y a très très longtemps, 92, 95, avec le Crédit communal de Belgique, Dexia. La Société Générale est revenue sur le marché via des offres sur taux fixe essentiellement de marché. Le Crédit Agricole, c'est celui qui a donné le plus de produits diversifiés sur l'exercice 2013 et qui continue par l'intermédiaire notamment de la BEI et d'un fonds commun de titrisation géré par Arkea, dans le groupe donc, du Crédit Agricole
On a la préfiguration d'une banque complète et qui prend effectivement un certain nombre de parts de marché à partir de 2013-2014. Le retour de la concurrence, donc choisir leur prêteur entre la caisse d'épargne, le crédit agricole présent dans la majorité des appels de marché, la banque postale agressive en fin d'année pour atteindre l'objectif, tout en demeurant rigoureuse dans les outils d'analyse des équilibres financiers des collectivités. Donc une logique qui convient aux collectivités locales. On a assaini un petit peu le milieu bancaire. On est sur des profils d'amortissement beaucoup plus traditionnels et qui peuvent atteindre aujourd'hui, via la Caisse des dépôts et le groupe des caisses d'épargne, des durées de 25 à 30 ans qui intéressent les gros investisseurs et notamment les gros équipements des collectivités locales. On a toujours le même problème en France face aux banques, c'est le problème de remboursement anticipé, auquel les banques allemandes ne faisaient pas appel du temps du marché allemand à l'intérieur des collectivités locales, dans les années 90 jusqu'à 2000, et en laissant revenir par la SAR, il y a 2-3 banques frontalières allemandes qui viennent proposer des produits sans obligation de remboursement anticipé, sans indemnité de remboursement anticipé, ce qui est toujours le problème des banques françaises vis-à-vis des collectivités locales. On est encore face à cette logique-là, même si on a inventé des logiques de financement souple dans les moyennes et grosses collectivités maintenant, effectivement, l'ouverture sur des ouvertures de crédit moyen-long terme, où l'on tire et où on rembourse sans aucune pénalité pour une campagne prévue d'investissement qui se généralise aujourd'hui. Alors, se généralise aujourd'hui, et ce qui est ouvert aujourd'hui chez les collectivités locales, c'est d'aller elles-mêmes chercher leurs ressources sur les marchés obligataires via l'agence France locale, qui a failli s'appeler AFIL dans un premier, agence du financement local, qui s'appelle AFL, qui est née en décembre 2013, qui n'est pas encore totalement en activité. On attend les premiers prêts pour l'horizon 3e trimestre 2014. Montage original, chaque collectivité prend une participation dans la société territoriale, la partie apparente de l'agence, avec ses membres collectifs, 100% de collectivités locales. L'objectif de la société AFL, c'est d'aller sur le marché, ressourcer sur le marché obligataire et d'offrir des prêts en conséquence à leurs membres. Avec une limite, avec des créneaux qui ont été répétés, mais qui pour l'instant n'offrent pas de résultats. On n'a pas encore véritablement, on a les premières émissions qui vont naître. On a 51 membres des plus grosses collectivités locales. L'AFL sera installée à Lyon et sera une des parties qui permettra à des petites collectivités de se regrouper à l'intérieur d'une structure leur permettant d'émettre, moyennant des ratings, moyennant un classement bien entendu, donc des logiques d'analyse financière et économique très très sérieuses et les plus sincères possibles, bien entendu. Voilà, sur cette logique du milieu bancaire, on n'ira pas beaucoup plus loin, on a moins de choses à rajouter. Donc resserré, plus sérieux, moins dans les nuages des produits structurés, qui bien entendu continuent à poser problème, puisque vous savez que les encours d'Exia structurés les plus lourds qui ont été récupérés par l'État, la responsabilité des élus des collectivités locales apparaît maintenant pratiquement à 50% à côté de la responsabilité du banquier. C'est-à-dire qu'on est pratiquement sûr qu'on aura encore à payer les conséquences des produits structurés vendus par Dexia aux collectivités locales pendant encore un certain nombre d'années. Il ne faut pas dire un certain temps.